Hey, salut. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'émission. C'est normal, c'est parce que je suis en train en fait de changer un petit peu l'organisation de mon appartement. Je vous dis pas exactement ce qui va se passer, mais je vous réserve quelques petites surprises. Et il se trouve que donc du coup, à l'heure actuelle, je n'ai pas de décor et donc je ne peux pas tourner de vlog. La situation devait se résoudre le 15 janvier. Nous sommes le 15 janvier et la situation n'est pas résolue. Évidemment, il y a toujours des délais, des choses qui ne marchent pas. Donc je n'ai plus de décor pour ma vidéo. Je pensais attendre un petit peu, mais là ça commence à devenir un petit peu tard. Il faut que je commence à rattraper toutes les sorties. Et donc comme je n'ai plus de décor, j'ai cherché une petite solution et je me suis dit, je vais avoir tous les décors grâce au green screen qui permet de se mettre absolument où on veut et de se retrouver transporté comme par magie au Delaware. Salut. Je suis au Delaware. Si vous avez compris la blague, vous aurez droit à un petit bisou sur la fesse, sinon on va passer tout de suite au premier film de l'année qui est donc Invincible, film réalisé par Angelina Jolie, c'est son deuxième long métrage, j'ai pas vu le premier, cela dit, c'est le pays du sang et du miel, je crois que ça s'appelait son premier. Celui-ci est avec un casting de jeunes acteurs, parmi lesquels Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Gareth Edlund, Jane Courtney, Miyavi, chanteur japonais qui est très surprenant à retrouver au casting, Finn Wittrock et ouais, vite fait, John DeLeo que j'avais déjà croisé dans un autre film. L'histoire de Louis Zamperini, qui était un athlète olympique qui a participé au JO de Berlin de 37, je crois, juste avant que la guerre n'explose. Qui avait pas fini premier, mais qui avait déjà quand même un petit peu marqué le milieu. Et malheureusement, la guerre éclatant quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, c'est en 1937, je vais y arriver, se retrouve soldat dans l'armée américaine à devoir se battre contre les Japonais en particulier, puisque les Américains étaient beaucoup plus contre les Japonais que sur le territoire européen. Et va se retrouver, suite à un crash d'avion, capturé par l'armée japonaise, après avoir survécu plusieurs jours en mer, et va devoir donc subir les camps d'emprisonnement japonais jusqu'à la libération. Adapté d'une histoire vraie, puisque ce monsieur existe toujours et est mort il y a peu de temps d'ailleurs, attends pour voir le film. Que vaut-il ? Alors ça va paraître surprenant pour un film sur la guerre avec des gens qui ont beaucoup de mal, mais il y a à boire et à manger dans ce film. Ce qui aurait pu leur servir, c'est 10 fois trop long, c'est très étonnamment raconté, ça prend beaucoup trop de temps, et tout ça pour ne montrer que des séquences de torture, psychologique ou physique, qui nous expliquent que la guerre c'est pas bien, et que les gens ont mal et souffrent, et que ça fait des choses pas belles. Le contenu du film est très 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 léger. Bien sûr, c'est toujours intéressant d'adapter ce genre de vie assez étrange, assez extrême, mais je trouve qu'il y a un côté qui est très mal géré dans l'identification au personnage. Ce qui n'aide pas déjà, c'est que le casting, c'est un casting de belle gueule beau gosse et que ça devient difficile à croire quand même que l'armée américaine ne contenait pas un seul mec avec un nez de travers ou un poil bal rasé ou un truc dans ce genre-là, surtout pendant la guerre. C'est quand même un peu particulier. À ce propos, je tiens à signaler que... Comment il s'appelle ? C'est Jack O'Connell, c'est ça ? Ou O'Connor ? Jack O'Connell. Jack O'Connell est la preuve ultime qu'Hollywood a mis en place un système, un protocole de clonage de ses acteurs. C'est incroyable à quel point ce garçon ressemble à Anton Yelchin. Ou Anton Yelchin lui ressemble, mais alors il y en a un des deux qui a piqué de l'ADN à l'autre. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Sachant que je crois qu'en plus à la base ils se ressemblent pas tant que ça. Voilà, dans ce film-là, vraiment, ils auraient pu intervertir les deux. Anton Yelchin n'est absolument pas dans ce film. C'est absolument pas justement, mais il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est très très étrange. Mais en plus, c'est très compliqué de s'accrocher à ce personnage. Le film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et fait par le biais de quelques flashbacks un retour sur la vie du personnage, mais ils sont tellement expédiés et tellement mis n'importe où que je comprends absolument pas. Déjà, je comprends pas où est-ce qu'ils sont mis, et je comprends pas en quoi ils sont censés aider. C'est-à-dire qu'ils arrivent globalement dans des scènes assez compliquées, c'est-à-dire des moments où les personnages sont en difficulté, en train de se faire canarder, en train de se faire tirer dessus, avec un avion en train de plonger en piqué, ou des choses comme ça.
Donc des situations qui sont censées être très, très tendues, et donc d'un seul coup, au milieu de cette situation, on a ce flashback qui peut être effectivement une idée de jeu. Mais alors le flashback en lui-même, quel intérêt? On commence quand il est tout petit, assez longtemps pour voir que c'est un petit con qui fout le bordel partout et qui a envie de se prendre pour un grand, parce qu'il boit de l'alcool et il essaie de regarder sous les jupes des filles, mais enfin, à part ça, pas grand-chose. Et qui fout le bordel et qui fout un peu la honte à sa famille. D'ailleurs, pareil, niveau casting, ce serait bien de prendre des enfants qui savent vraiment parler italien quand vous faites des italiens, parce que ça s'entend quand le mec a pas d'accent italien. Je le ferai pas pour pas faire honte à l'accent italien, justement, mais quand même. Quand vous prenez un acteur, c'est plus compliqué que quand c'est un simple critique qui a envie d'imiter les Italiens. Quand il est jeune, il se fait accompagner par un flic chez ses parents. Sa mère lui demande qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, machin. Ah, mon fils. Il va voir son frère courir, et hop, son frère décide d'un seul coup de l'entraîner à courir, et hop, il y va. Et à partir de ce moment-là, on a par exemple un montage de course que le personnage gagne, que Louis gagne, qui ne sert à rien parce que on s'est pas attaché à ce personnage. On l'a vu 5 minutes au début du film se faire canarder dans un avion où il dit 3-4 one-liners un peu classiques, et se faire arrêter par un flic et se faire ramener chez ses parents, et à un moment regarder sa mère cuisiner. C'est tout ce qu'on sait de ce personnage. Pourquoi est-ce que je devrais m'être attaché à lui? Pourquoi est-ce que je devrais être content qu'il remporte ses courses? Pourquoi est-ce que je devrais être content qu'il gagne? C'est pas des... C'est difficile de partager le bonheur des gens. C'est toujours plus compliqué de partager le bonheur des gens que de partager le malheur des gens. Généralement, quand vous êtes vraiment satisfait, quand il y a vraiment une catharsis, et que vous êtes content du bonheur du personnage, c'est qu'il a énormément douillé, vous avez douillé avec lui. Là, pour le coup, je vois pas pourquoi je dois m'attacher à ce personnage. Il y a pas cet effet de catharsis qui devrait se créer quand on voit un personnage réussir, parce qu'on l'a suivi depuis longtemps et que on sait que c'était dur pour lui, etc. Non, enfin, on l'a vu commencer à marcher une fois devant son frère. Deux semaines après, il était, enfin, 2 cuts après, on a un fondu, et donc c'est pas des cuts. Donc 2 fondus plus loin, le personnage devient adulte et commence à courir vraiment par lui-même, et il commence déjà à gagner des courses. On s'en fout. Et le deuxième flashback, il se passe pendant les JO de Berlin. Il n'y en a même pas une image d'Hitler, d'ailleurs. Au passage, je trouvais ça... je m'attendais à ce qu'elle fasse un plan. C'est pas courant de parler de réalisatrice. Je viens de me rendre compte que j'ai pas l'habitude de dire ça au féminin. Je pensais qu'elle allait faire un plan où il allait se retourner un peu partout, voir effectivement le stade qui était énorme. Et puis quand même, à un moment, lever la tête sur Hitler, quoi, qui doit être sur un gradin quelque part, et de le voir, et d'avoir, je sais pas, une espèce de regard, une espèce de truc, une espèce de regard un peu d'appréhension, de peur, de crainte, de mépris, quelque chose qui nous fasse comprendre les motivations de ce personnage, ce qu'il a dans la tête, son point de vue. Est-ce que ça lui plaît d'être dans la guerre? Est-ce qu'il aime ça? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que... On n'en sait rien. Vraiment, je trouve que ce personnage n'est pas développé du tout, et de fait, l'empathie est compliquée à mettre en place. Elle finit par se mettre en place parce qu'au bout d'un moment, à le voir se ramasser des savates dans la gueule, on commence à avoir de l'empathie quand même. Mais au début, je trouve que c'est très compliqué, et c'est emmerdant parce que c'est au début qu'il y a les flashbacks, qui je trouve serait beaucoup plus intéressant en fin de film d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, flashback 1937, on le voit juste faire sa course et comment est-ce qu'il s'en sort, mais rien d'autre. Donc on sait pourquoi il était connu, en gros, on sait pourquoi c'était important qu'il y ait un film sur lui, mais on sait pas trop... Si, on a le résumé de sa course, mais en quoi c'est quelque chose de particulier? En quoi c'est un événement qu'il ait couru de cette façon-là? Ils appuient pas assez. C'est à un moment on entend oui, il remonte, oui, mais enfin en même temps ça fait 7 courses qui gagnent exactement de la même façon. Ah oui, parce que il gagne toutes ses courses de la même façon, c'est-à-dire qu'en gros il traîne la patte pendant les 7 premiers tours, et au 8e tour quand il doit y aller, parce qu'apparemment il y a 8 tours, et au 8e tour quand d'un seul coup il se réveille et il redouble tout le monde. Et il fait ça à chaque course. Donc la victoire est même pas différente à chaque fois, c'est toujours la même façon. Donc un truc très très raté au niveau de l'intérêt des flashbacks et de leur contenu. Je pense que placé en fin de film, ils auraient été plus intéressants, parce que après l'avoir vu résister un peu plus, à ce moment-là, ça aurait été plus intéressant de montrer que d'où lui vient cette résistance, où est-ce qu'il s'est entraîné, pourquoi est-ce qu'il arrive à... Ça fait 1h30 qu'on le voit depuis le début, avoir faim, avoir froid et tout le bordel, et comment est-ce qu'il tient depuis le début? Parce qu'effectivement, il tient longtemps, quoi. Il est pas le seul, mais il tient longtemps. Donc,
ça aurait été mieux placé ailleurs. Pour moi, il y a un gros défaut au niveau de la gestion des flashbacks, et en particulier du personnage. C'est dommage parce qu'en plus, effectivement, le reste est plutôt bien fait. C'est-à-dire que il commence d'abord la première couille qui lui arrive pendant cette guerre, parce qu'il en arrive quand même un sacré paquet sur la gueule, c'est qu'il se retrouve donc à survivre en mer avec 2 autres soldats. Et ce passage-là est très bien foutu parce qu'il gère plutôt bien la tension, il gère bien le désespoir, tout bêtement, de rester pendant des jours et des jours à attendre des secours. Et il y a un très bon jeu de tension parce que évidemment ils sont perdus en pleine mer et évidemment dans une zone infestée de requins, parce que ça peut pas être une zone cool en plus. La première fois qu'il y a un avion qui les repère, évidemment c'est un Jap. Enfin, ces scènes-là sont vraiment bien foutues. Il y a vraiment un côté tension, angoisse et survie. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en jeu, qui est très très bien fait. Et ensuite le film enchaîne sur la phase torture, puisque c'est le moment où ils arrivent dans un camp de prisonniers japonais et que donc ce fameux Miyavi, c'est ça, hein, c'est Miyavi, c'est que j'écorche pas son nom en le répétant, parce que ce serait quand même dommage pour une fois qu'il y a un acteur japonais dans un vrai film américain. Oui, Miyavi, ils prêtent que des Chinois d'habitude, les Américains. Je pense qu'ils ont une petite rancœur quand même quelque part. Oui, donc Miyavi qui devient le bourreau et celui qui provoque les souffrances du personnage. Et là aussi, le passage est très bien fait. Ce qui lui fait vivre s'installe beaucoup dans la durée. Un peu trop dans la durée d'ailleurs. Il y a des moments où ça devient un peu lourdingue et où on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, ce qui est sans doute fait exprès pour le côté, voyez comme la guerre c'est pas bien, mais qu'il a un côté un peu trop forcé. Enfin, il y a vraiment des moments où c'est plus obligatoire. On a compris et il faut passer à autre chose. Le problème, c'est que du coup, comme toutes les scènes de torture durent assez longtemps, ça allonge la durée globale du film. Et c'est un petit peu plus emmerdant. Parlons donc 2 secondes de Miyavi, qui joue c'est un colonel, un officier, enfin, quelconque, il y a une question de grade là-dedans. Un officier japonais qui joue plutôt bien. Au début, quand je l'ai vu arriver, je trouvais que c'était ce genre de personnage qu'on voit souvent dans les adaptations de manga japonaises en particulier, qui sont des personnages qui en font des tonnes. Typiquement, c'est comment il s'appelle déjà? Le roux dans Battle Royale. C'est exactement ce genre de personnage. Le personnage qui a toujours les yeux à moitié mi-clos, souvent la bouche à moitié entrouverte, un regard un peu méchant, un peu machin, enfin, un surjeu très japonais qui est proche d'un jeu efféminé d'ailleurs, qui est assez étrange. D'ailleurs, Miyavi lui-même il est dans un groupe de visual, enfin de J-pop quelconque, et le côté androgyne est très très travaillé là-bas, donc évidemment avoir ce genre de personnage qui joue un officier, ça fait quelque chose d'assez étrange et d'assez surprenant, mais qui remplit plutôt bien, sachant qu'en plus il parle bien anglais, ce qui est pas courant chez les japonais, ça s'est plutôt adapté pour le rôle, et il joue pas mal. Le seul problème de cette relation, c'est que je trouve il y a toute une relation qui se crée entre ce bourreau et le souffre-douleur que représente Luis Zamparini. Je trouve que la relation entre les deux est pas très marquée. Pour les 3-4 extraits que j'ai vus de Furio, c'était plus développé dans ces extraits-là que dans le film. Je trouve. On a du mal à comprendre vraiment le rapport entre les deux. Alors cela dit, enfin voilà, le rapport a existé. C'est un rapport réel. Le mec a vraiment torturé l'autre pendant la guerre. Mais c'est vrai qu'en tant que film, j'ai vraiment du mal à comprendre ses motivations. On a plus ou moins une explication à la fin, mais enfin c'est très 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 léger et ça va pas chercher très très loin. Et c'est vrai que du coup la relation entre les deux est assez surprenante parce que globalement on arrive à comprendre que c'est des personnages qui se ressemblent quelque part, mais on n'arrive pas trop à voir en quoi. Enfin, le film a de très bonnes intentions, mais je trouve qu'il les fait de façon très maladroite et assez mauvaise. Typiquement, la fin du film, qui, au lieu de nous faire un simple que sont-ils devenus sur quelques personnages intéressants, et même pas les plus intéressants d'ailleurs, parce que il oublie complètement un de ces... Enfin, ils font que 3 personnages à la fin du film, et il manque un de ceux qu'on avait vu au tout début avec lui, et dont on sait pas du tout ce qui lui arrive. Mais la morale de fin
très orienté religion, très facile quelque part, plus facile à dire qu'à faire, et un peu plus facile à dire qu'à faire parce que le personnage lui-même n'a pas du tout la rédemption enfin le vrai personnage n'a pas eu la même rédemption que celui du film. Typiquement, quand le personnage, le vrai Luis Zamperini est revenu aux États-Unis, il a sombré dans l'alcool pendant quelques années. Il voulait retourner au Japon pour tous leur mettre sur la gueule ceux qui l'avaient torturé pendant la guerre. Et il a mis 4-5 ans avant de se remettre de ce qui lui était arrivé et de pardonner à ses bourreaux. Pour le film, le personnage parvient à ce pardon dès sa libération. C'est-à-dire qu'à peine, même à peine libéré dans le camp, il a déjà pardonné presque. Il y a une scène, et là encore on revient au côté très hollywoodien du film, et très trop propre et trop léché, et avec des trucs très grandiloquents. La scène de tempête, où du coup il est en danger, et il regarde le ciel, et il fait « Dieu, si vous me sauvez, je vous promets que je vous livre, je vous confie ma vie, et je vous laisse gérer ma vie. Enfin, je m'en remets totalement à vous, et je vous servirai jusqu'à la fin de mes jours, etc. » Qui est toujours trop exagéré, parce que de toute façon c'est toujours trop exagéré quand ça arrive dans un film, qui est un petit peu spécial à voir pour nos yeux à nous, de non-américains qui ne sont pas à fond là-dedans, et qui est fausse, parce qu'il l'a pas pardonné, enfin il a mis vachement plus de temps que ça à pardonner, et à la fin du film, à la fin quand il a été libéré, il n'avait pas pardonné non plus. Donc tout ça fait très forcé, quoi. On sent bien que c'est pas vraiment son histoire à lui, que ça a été réadapté, et au final c'est pour faire un truc très basique, rien d'incroyable, rien de neuf, rien d'un peu jamais vu, rien d'essentiel. Enfin, pas besoin de faire ce film, presque. Évidemment, l'histoire du monsieur est particulière, et en plus c'était son voisin à Angelina Jolie, donc elle l'a vu régulièrement, et elle avait très envie de raconter cette histoire, mais on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Enfin, c'est encore un film de plus pour ça, qu'il fait pas bien. C'est pour ça qu'on s'en fout. Oui, bah non, voilà. C'est pas que c'est encore un autre film qui fait la même chose, c'est surtout que il le fait pas bien. On s'accroche pas aux personnages, on comprend pas leur motivation, ça traîne en longueur, c'est pas assez construit, pas assez explicité, pas assez bien développé. Et quelle morale, quoi. C'est juste sois résistant, souffre et tais-toi. Ouais. Pour pardonner, à la limite, oui, effectivement, mais enfin, c'est quand il sort du camp qu'il pardonne. Pendant qu'il est dans le camp, il peut encore se battre. C'est un prisonnier de guerre après tout, donc... Pour terminer sur un petit point de vue technique, il y a un fort accord dès le premier plan du film, puisque le premier plan du film c'est une aube, et plan suivant c'est les mecs directement dans le cockpit et il fait plein jour. Mais jour blanc, pas l'aube bien rouge et jaune qu'on a vu depuis juste avant, non, tout blanc. Ce qui peut être effectivement une ellipse, un jump cut un peu plus loin dans le trajet des avions, mais enfin a priori c'est le début du film, donc t'as peut-être pas besoin de faire un jump cut, une ellipse entre ton premier plan et ton deuxième plan. Autant faire en sorte que les deux soient dans la continuité l'un de l'autre. Et les fonds verts en début de film, alors c'est marrant, mais les fonds verts sont dégueulasses dans la partie avion. À aucun moment ils sont crédibles, à aucun moment on y croit, parce que c'est tellement évident, ça se voit tellement que vraiment pas réussi. Au final, voilà, c'est beaucoup trop propre pour ce que ça veut faire, beaucoup trop vide pour ce que ça veut dire, et beaucoup trop beau pour ce que ça veut montrer. C'est beau aussi, hein. Il y a des beaux plans, il y a des beaux contre-jours, il y a des belles choses comme ça, mais je crois il y a vraiment des problèmes d'intention de réalisation, très basiques, vraiment des problèmes d'intention de réalisation de base. Donc voilà. J'essaierai de voir ce que valait le premier film au passage, mais celui-ci m'a pas convaincu. Écoutez, voilà pour ce premier vlog un peu roots. Normalement, il devrait y en avoir que pour une semaine, ou deux maximum. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!